Interview Biram Da Abeid, Aziz ne court aucun risque d'être jugé. Car, selon les dires de ses proches, il dispose d'arguments dissuasifs sur ses relations avec Mohamed Cheikh Ghazouani, sur les reproches qui lui sont faits par ses détracteurs durant ses dernières sorties, sur les élections locales en vue, notamment la présidentielle de 2024, et sur une éventuelle coalition de l'opposition autour d'un front uni, le leader de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, et député à l'Assemblée nationale, Biram Da Abeid, revient en détail. Entretien. Actualité oblige, quelle lecture faites-vous de la libération de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz dont l'assignation à résidence a expiré le 8 septembre 2022? Mon impression est celle de tout Mauritanien. Nous avons assisté à une véritable tentative d'induire le peuple en erreur. On a joué avec les espoirs du peuple et ses sentiments. On a fait de sorte que le peuple ait l'espoir qu'il y a un début véritable de lutte contre la gabegie. Mais apparemment il s'avère que ce n'est pas le cas. Je pense que le ressenti du peuple après cette désillusion risque de faire très mal au président Ghazouani et à son clan. Le peuple se sentira floué et méprisé, considéré comme un jouet. Je pense que cette affaire va renforcer, chez les populations, l'impression de se retrouver, toujours, devant un dossier de représailles entre les différentes factions d'une même coterie qui a pillé et continue de piller le pays, parce que la reddition des comptes n'est pas dans sa logique. Expliquez-vous davantage. Ce que je viens de dire, c'est que le sentiment populaire est d'autant plus exacerbé que la gabegie a continué de plus belle sous l'ère Ghazouani. Même après l'incarcération de Aziz et sa mise en accusation lui et certains de ses compagnons, la mauvaise gouvernance persiste et se banalise. Ces scandales réguliers défrayent la chronique, quasiment chaque mois. Est-ce que vous pensez, comme certains le disent, que si l'affaire de la décennie s'avère en définitive un simple jouet entre les deux dirigeants, devenant ainsi un boulevard qui va être ouvert à Biram pour s'accaparer du pouvoir présidentiel? Je pense que l'opposant est de nature opportuniste, mais mon rôle à moi consiste à interpeller les différents protagonistes qui méprisent le peuple et se jouent de sa colère légitime envers les kleptocrates toujours impunis. In fine, la population, dans sa diversité, nourrit le sentiment d'avoir été trahie, manipulée, aux seules fins de la conservation du pouvoir. Notre responsabilité d'opposants nous dicte de jeter la lumière sur cette imposture, d'enfoncer le clou pour amener le peuple à adopter une réaction citoyenne, en vue d'exiger davantage de redevabilité, au-delà des effets d'annonce, sans lendemain. Vous avez certainement appris que Aziz a récupéré ses passeports et qu'il pourrait même voyager à l'étranger, mais le parquet a publié un communiqué selon lequel le dossier de Aziz et consorts est toujours en cours et qu'un procès aura lieu. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un procès? Ah non. Le flafla du parquet n'a aucun sens. C'est une tentative désespérée de tromper le peuple, à nouveau. Je prends le pari que le dossier ne parviendrait pas jusqu'au prétoire. L'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz dispose d'informations, voire de révélations, à caractère dissuasif. Lui et ceux qui restent de ses proches loyaux sont en mesure de produire des arguments à même de décourager ceux qui veulent aller au procès. Ils l'ont toujours clamé, jamais le pouvoir de Ghazouani ne pourra les juger. Les deux segments du même noyau dirigeant sont embourbés dans une fange identique, comme le rappelle l'étroitesse des liens initiaux entre Aziz et Ghazouani. Les gens présents sur le banc des accusés et ceux actuellement en charge de la direction de l'État appartiennent à un vivier invariable, celui de l'oligarchie politico-militaire, du renseignement et du complexe tribalo-marchand. Leur fortune procède des ententes illicites, du trafic d'influence et des conflits d'intérêts. Dans le fond, aucun ne gagne à enfoncer l'autre. Ma récente visite à l'intérieur m'a prouvé que l'État est absent. Vous venez d'achever une visite dans plusieurs régions du pays, quelle leçon tirez-vous de cette tournée? Je tire la leçon de mes visites dans les régions du Brakna, de l'Assaba et d'une partie du Trarza et du Haut-de-Garbi que je viens de sillonner en 4 semaines, d'août à septembre 2022, reste l'absence de l'État. En dehors des symboles de l'autorité administrative et des casernes militaires, la gouvernance de proximité et les services universels de base font cruellement défaut. Au sein des quartiers populaires des villes et surtout à l'intérieur du pays, le hiatus s'impose au regard. L'État se limite aux bureaux et au contrôle du trafic routier. Il n'y a plus d'écoles, plus de services sanitaires, plus d'eau, les populations ont soif, l'encadrement paysan s'étiole, le personnel des eaux et forêts n'est plus visible en rase campagne, les services météo sont à l'abandon. Ici, l'on peut parler d'une faillite multidimensionnelle de l'État mais, pour le moment, en mode sourdine.
Vous voulez dire que l'État est aujourd'hui seulement au service des oligarques au détriment des populations? Bien sûr, les féodalités tribales et claniques, les groupes d'intérêts issus de la haute administration et les commis de l'État sont devenus les grands électeurs dans leur circonscription. Il s'agit de mini-chefs d'État dans l'État, à l'image de Kankossa. Ce grand département est sous la coupe réglée de 3 meneurs, Kaba Ould Elewa, Lemrabot Ould Bonaï et du notable général Ould Mohamed Radi. Ces hommes, comme ailleurs en pays maure et soninké et poularophone, y font la pluie et le beau temps. Ils continuent à contrôler les populations et leur indiquent où aller et comment voter, en contrepartie de subsides. Vous pouvez rajouter, au constant, la difficulté, notamment pour les descendants d'esclaves et les gens de la ruralité, d'obtenir les documents biométriques de l'état civil. Cependant, nous avons mis un pied dans la fourmilière, en dépit de la campagne féroce visant, sans succès, à réduire notre audience lors de la tournée. L'accès de plus en plus exponentiel au téléphone portable à la connexion Internet nous a servi de catalyseur décisif et facilite le travail de mobilisation. Nous comptons accentuer cet atout, afin de surmonter les réflexes de crainte envers le Makzen, pouvoir, et le chantage alimentaire, à l'encontre de nos partisans et sympathisants. Mohamed Cheikh Ghazouani n'a aucune chance de gagner la prochaine présidentielle. Les images de votre visite tournent en boucle dans les réseaux sociaux et l'affluence des populations semble vous avoir galvanisé. En effet, comme vous l'avez sans doute constaté, dans les images des accueils qui nous ont été réservés, il y a un basculement inédit et à 180 degrés, des populations contre le parti au pouvoir. Je pense que cela va se sentir très prochainement au cours des élections. Durant la tournée et à son terme, j'ai conçu le doute, fort, que le président Ghazouani puisse remporter un second mandat. Il aura du mal à compétir dans la transparence et risquerait, alors de frôler l'humiliation. Vous avez lancé il n'y a pas longtemps un appel pour une candidature unique de l'opposition à la présidentielle de 2024 pour créer une nouvelle transition démocratique en Mauritanie et une coalition forte autour des législatives et des élections locales. Avez-vous partagé l'idée avec d'autres leaders de l'opposition? Si oui, quelle a été leur réaction? J'en ai parlé personnellement, Oumar Yali, président du parti RAG, aussi, avec certains dirigeants de l'opposition, au moins 2, qui ont signifié leur accord de principe, certes pas avec beaucoup de ferveur. Néanmoins, je pense utile de mieux promouvoir la perspective de l'unité par-delà les divergences. D'ailleurs, les rares partis de l'opposition reconnus, sont menacés de mort, surtout si chacun d'eux tente, à lui seul, de mener une confrontation avec le pouvoir. La seule issue pour le changement non violent et démocratique demeure l'union, le consensus minimal qui permettra de ressusciter une opposition unie et très forte, une opposition plurielle et démocratique qui va redonner espoir aux Mauritaniens. Toutes les composantes de l'alternative au statu quo, indépendants compris, ont la capacité d'obtenir la majorité, accéder au Parlement, dans les conseils municipaux et régionaux. Les mouvements de la diaspora disposent, à cet égard, d'un potentiel jusqu'ici négligé. L'opposition est condamnée à s'unir autour d'un front ou disparaître. Vous pensez qu'une coalition forte des partis d'opposition est encore possible et qu'elle pourra battre l'appareil d'État et son parti? Oui, je crois avoir suffisamment répondu à la question. La victoire est apportée si nous savons nous départir des querelles de préséance et de la profusion des égos. Devant nous, se précisent les échéances de 2023 et 2024. Le délai se rétrécit et il nous appartient d'agir, ici et maintenant, avec la conscience aiguë de l'urgence. En avez-vous parlé aux grands leaders, ceux de l'UFP, du RFD, de l'AP? J'en ai discuté avec l'UFP et Omar Ould Yali s'en est ouvert à l'AP. Tous ont marqué leur faveur à l'idée. Il s'agit, à présent, de travailler à sa mise en œuvre. La liste n'est pas exhaustive et les démarches suivront leur cours. Au cas où le parti RAG ne serait pas reconnu d'ici les prochaines élections, quelle stratégie comptez-vous adopter? Allez-vous réitérer l'option Sawab RAG ou est-ce que vous avez entamé des pourparlers avec d'autres partis politiques? Je pense que la volte-face de Ghazouani face à son engagement de réhabiliter les libertés publiques, celle de s'associer et de créer des partis, recèle une erreur stratégique et politiquement suicidaire. À mon avis, le président Ghazouani, depuis son avènement en 2019, aura apporté, de l'apaisement, aux Mauritaniens. Toutefois, l'acquis de la concertation avec les acteurs politiques ne peut produire des résultats durables que si le sommet de l'État respecte ses engagements. Hélas, il n'en est rien concernant le RAG et les FPC ou beaucoup plus simplement,
l'application de la loi nationale sur les partis politiques, à titre d'illustration. Les Faucons, amenés par le ministre de l'Intérieur et les suprématistes tribalo-nasseristes ont eu finalement raison des intentions louables du président Ghazouani. Les Faucons du pouvoir ont pris le contrôle de l'État sous la férule du ministre de l'Intérieur. Ces Faucons seraient donc d'après vous, contre la méthode Ghazouani de pacifier le climat politique et de rétablir la primauté de l'État démocratique? Pire, je pense qu'ils sont en train de conduire le pays vers l'inconnu. L'actuel ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, disciple et frère de Ghazouani, le membre le plus proche de sa famille, son éminence grise, a été placé à ce poste très sensible, en vertu de la confiance entre les deux. Or, j'ai peur qu'il ne conduise le pays vers un drame similaire à celui de 1989. Son prédécesseur d'alors, le colonel Gabriel Compère ou Djibril Ould Abdellahi, avait poussé Maouillaté, ouvert à ses débuts, à s'enfermer et à sévir, à la fin des années 80. L'on se souvient du lot d'exécutions extrajudiciaires et de déportations, de l'aventurisme diplomatique et des réfugiés encore installés au Sénégal et Mali voisins. La non-réparation de tels crimes nous poursuivent encore et tend à compliquer le vivre ensemble à l'intérieur de la Mauritanie. Par ses agissements, le personnage incarne, semble-t-il, une menace majeure à la stabilité et à la paix. Son obstination à réduire le nombre des partis politiques et compliquer la reconnaissance des plus populaires témoigne d'une peur face au verdict incertain des urnes. En quoi cela constitue-t-il selon vous une inquiétude? Sa proximité familiale avec le président de la République et sa promptitude à régler des comptes avec tous ceux qui le contredisent l'élèvent, de facto, au rang d'un fauteur de troubles, au sommet de l'État. À force de lui déléguer les missions délicates, le président de la République l'a institué régent, si ce n'est dauphin putatif. Naturellement, son zèle le conduit à empêcher, autant que possible, l'éveil, en politique, des Mauritaniens d'ascendance subsaharienne, comme s'y obstinaient tant d'autres gouvernements depuis 1978. Nous répétons que la bataille est perdue d'avance parce qu'elle ne prend pas en compte la démographie, l'éveil citoyen et la célérité de l'information. La gouvernance bédouine n'a pas d'avenir, à cause de sa désuétude. Leur objectif consiste à préparer une réélection facile de Ghazouani en éliminant les adversaires de taille. Selon leur entendement, il faut empêcher Biram, dès le scrutin général de 2023, de disposer du nombre de parrainages requis au titre de la compétition suivante. Le refus de reconnaître le parti RAG procède du projet, malgré la parole donnée. Rien ne peut empêcher ma candidature en 2024, est-ce qu'ils pourront le faire? Évidemment non, car ils perdent de vue que le parrainage est institué seulement pour soulager l'État quand il doit prendre en charge des multitudes de candidatures farfelues. Il me semble que la mienne déroge, j'ai été élu député, en prison, dès 2018, en 2014 et 2019, l'élection présidentielle m'a conféré la place de second candidat, par la densité des suffrages, avec un score en progression constante. De surcroît, l'opinion publique nationale et internationale ne saurait concevoir ou trouver un justificatif à l'absence de Biram, autrement que par l'obstruction à ses droits de citoyen. Je lance un appel à l'Union africaine, aux Nations unies, à l'Union européenne, à la CEDEAO et à l'Organisation internationale de la francophonie et au National Democratic Institute, pour qu'elles surveillent de près les échéances de 2023 et de 2024, en Mauritanie. Nous attirons surtout leur attention sur les exclusions et discriminations relevant du découpage électoral et de la biométrie. Comment les bailleurs de fonds et les partenaires de la Mauritanie pourraient-ils accepter de financer et de cautionner des consultations électorales dont les résultats entretiendraient une source de conflit civil, au moment où la sous-région Afrique de l'Ouest s'embrase? Je m'adresse, ici, à tous nos partenaires, en particulier la France et l'Espagne. Pourquoi la France et l'Espagne? Parce que la France et l'Espagne ont toujours cautionné les fraudes électorales en Mauritanie, au nom du sacro-saint principe de la stabilité de court terme. Je dis, à la France, que le délire anti-français en Afrique résulte de ces erreurs de doctrine diplomatique mais il n'est pas trop tard pour réparer. La France doit se montrer de l'héritage universaliste de la République. Elle y gagnera, nous aussi. La communauté internationale doit suivre les échéances électorales en Mauritanie. Là.